Il est 14 heures, nous allons démarrer ce premier webinaire pour Diabète Occitanie. Donc, je m'appelle Anne Brosetti, je suis chargée des activités de formation au sein de Diabète Occitanie et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes plus de 45 en ligne actuellement, ça devrait augmenter un petit peu. Donc, j'accueille Stéphanie et je la remercie vraiment d'être parmi nous aujourd'hui, qui a accepté de venir partager son expertise et son expérience sur ce sujet des traitements médicamenteux du diabète de type 2. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent pour ce webinaire. Donc moi, je suis le docteur Stéphanie Brousseau, je suis diabétologue endocrinologue. Je travaille à l'hôpital Joseph du Coin, où je garde encore une part d'activité cœur de métier. Et je viens également de rejoindre le groupe Clinavenir à la clinique Pasteur pour un projet plus transversal de coordination de prise en charge de la maladie chronique en ambulatoire. Voilà d'où je viens. Alors peut-être quelques éléments pratiques avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je vous l'ai dit, ce webinaire est le premier que l'on met en place à Diabète Occitanie et certainement le premier d'une longue série puisqu'on a beaucoup de projets en la matière. Donc on vous remercie d'avance pour votre indulgence par rapport à cette première expérience et on va être très attentif aux suggestions que vous pourrez nous faire pour améliorer notre façon de fonctionner. Et je serai amenée à en reparler, mais vous recevrez un petit questionnaire d'évaluation par mail à l'issue du webinaire et on vous remercie d'avance de bien vouloir y répondre. Alors pour les côtés pratiques, je vous invite vraiment à repérer sur l'appareil avec lequel vous nous suivez l'onglet qui s'appelle Conversation. En général, il est en haut dans une série de pictogrammes. Et dans cet onglet Conversation, vous verrez apparaître à la fois les échanges que vous pouvez avoir par les questions que vous pouvez poser, puisque vous pouvez converser via ce chat, mais il y aura aussi des sondages qui permettront à chacun de répondre en ligne tout au long de l'intervention de Stéphanie. Je vous précise aussi que ce webinaire est enregistré puisqu'il sera proposé en replay aux personnes qui n'auraient pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Je précise aussi qu'il est important que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention de Stéphanie. Donc pour cela, vous utilisez le chat. L'intervention est composée de plusieurs parties. À l'issue de chacune d'elles, il y aura un temps de questions-réponses durant lequel on recueillera toutes les questions que vous avez pu poser dans le chat. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Que vous dire de plus? Donc actuellement, nous sommes plus de 60 connectés. D'autres personnes devraient nous rejoindre. Alors parmi vous, il y a essentiellement des infirmiers, infirmières, puisque ce webinaire était essentiellement destiné à ce public. Mais nous accueillons aussi quelques diététiciennes, quelques médecins, quelques pharmaciens et aussi d'autres profils comme une responsable qualité ou bien des personnes qui travaillent dans des structures d'hébergement. Parmi les infirmiers et infirmières, vous êtes 90% des participants. La plupart d'entre vous exercent en libéral, mais il y a, par exemple, dans des structures d'exercice coordonné, mais il y a aussi des infirmières qui exercent dans des centres hospitaliers, des EHPAD ou d'autres structures. Donc, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Avant de commencer, nous souhaitions vous présenter à travers une vidéo qui dure quelques minutes la structure Diabète Occitanie. Donc, je vais lancer la vidéo afin que vous compreniez bien le positionnement de cette structure et ensuite nous rentrerons dans le vif du sujet. Voilà, merci pour votre attention pendant cette présentation de la structure. Certaines personnes, visiblement, ne voyaient pas la vidéo. Ne vous en inquiétez pas, je vous mettrai un lien dans le mail qui vous sera envoyé après le webinaire, puisqu'elle est en accès sur notre chaîne YouTube. Je vais, Stéphanie, te passer la main sur le diapo, que tu puisses faire défiler tes diapositives. Oui, très bien. Pour l'instant, c'est bon. Je pense que j'ai la petite ligne. Très bien. Alors, on a construit ce webinaire en fonction des questions que vous avez posées en amont. Donc, l'objectif a été d'y répondre dans la plus large mesure possible. Après, le cadre, c'est quand même le traitement médicamenteux du diabète de type 2. Donc, il y a certaines de vos questions auxquelles on ne répondra pas ici. Alors, peut-être ça pourra faire l'objet d'autres interventions. Mais on ne parlera pas, notamment pour les infirmières qui interviennent en milieu scolaire, collège, lycée, on ne parlera pas
de cette spécificité-là, parce que c'est plutôt du diabète de type 1. On ne parlera pas non plus de la diététique proprement parlée pour le diabète et on ne parlera pas non plus du rôle de l'infirmière de pratique avancée ou de l'infirmier de pratique avancée. Je le dis, ça fait partie des questions qui ne rentraient pas dans le cadre du sujet et du temps imparti, donc peut-être une autre fois avec plaisir. L'intervention a été construite autour d'un cas clinique de Monsieur S, auquel on a fait arriver pas mal de choses. C'est l'objet surtout de discussions et donc on vous proposera des sondages en ligne, ce que vous disiez Anne en début de webinaire. Donc ce sera sur l'onglet messagerie. On vous invitera à y répondre au fur et à mesure. S'il y a un problème technique, ne vous inquiétez pas, ça ne compromet pas la suite de webinaire. C'est plus à viser de questions-réponses et d'interaction entre nous. La première partie s'articulera surtout sur les traitements non insuliniques du diabète de type 2, c'est la partie la plus longue. Et à l'issue de cette partie, ce sera le moment de la première pause pour les questions-réponses. Donc, comme vous le disiez Anne, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, comme ça elle les collecte, elle les met par groupe, par thème, et on y répond à ce moment-là. Et la deuxième partie, un peu plus courte, traitera des traitements insuliniques dans le contexte de diabète de type 2. Il y aura une nouvelle session questions-réponses à l'issue de cette deuxième partie. Alors, je vous présente Monsieur S, qui est un monsieur de 63 ans, diabétique de type 2 depuis une dizaine d'années. Et j'imaginais que vous le rencontriez au décours d'une hospitalisation. Il a été hospitalisé dans un contexte infectieux d'érysipèle. Il a donc un diabète, une dyslipidémie, une hypertension artérielle, un infarctus il y a 5 ans, un tabagisme sevré, 30 paquets années, une obésité avec un indice de masse corporelle à 32, un syndrome d'apnée du sommeil. Avant son hospitalisation, c'est un monsieur qui avait une fonction rénale correcte, qui l'a toujours d'ailleurs après l'hospitalisation, une hémoglobine glyquée à 8%, et il est traité par atorvastatine pour la dyslipidémie, coaprovel pour la tension, le cœur, cardégique. Pour ce qui est du diabète, la glimépiride, donc l'amarel le matin, de la metformine matin et soir, du Trulicity pleine dose, et pendant l'hospitalisation, dans un contexte de déséquilibre au cours de l'événement infectieux, a été rajouté de l'insuline, de la Lantus, et il a été prescrit une infirmière à domicile pour effectuer cette injection. Il a également un traitement antibiothérapeutique compte tenu de l'érysipèle pendant une semaine. Donc, avec l'histoire de ce monsieur S, commençons par dérouler les différentes questions sur le traitement non insulinique. Pour vous, déjà en préambule, quel serait l'objectif d'hémoglobine glyquée chez ce patient? Donc, je répète, 63 ans, un antécédent d'infarctus du myocarde. Le traitement suivant. Donc, pour vous, c'est la première question que je vous pose. Quel serait l'objectif d'hémoglobine glyquée pour lui? Alors, normalement, vous avez la petite option messagerie et un quiz qui apparaît. Alors, juste moi, Anne, est-ce que je vois les réponses? Oui, je vois des réponses. Parfait. Donc voilà, vous êtes quelques-uns à intervenir. Vous avez l'air assez d'accord tous. Oui. Ben dites donc, c'est la majorité absolue, c'est pas comme dans l'Assemblée. Donc pour vous, tout le monde n'a pas encore voté, mais la grande majorité, vous pensez que l'objectif est inférieur à 7%. J'en ai quelques-uns qui ont un objectif plus modeste, à moins de 7,5 ou à moins de 8%. OK. Mais on va voir ça, ce que nous disent les recommandations pour ce monsieur. Très bien. Du coup, si on regarde les recommandations, là, je vais vous parler au cours de ce topo essentiellement des recommandations de la Société francophone de diabétologie qui datent de 2021, parce que c'est les plus récentes. Pour info, les recommandations HAS sur le traitement du diabète de type 2 existent. Elles sont un peu anciennes, elles datent de 2013. Donc, vous verrez au cours de ce webinaire, je ferai surtout référence aux recommandations 2021 parce que les traitements ont changé et donc c'est celles qui paraissent les plus actualisées. Mais pour ce qui est des objectifs de traitement, les deux recommandations se rejoignent. Donc là, je vous ai mis les recommandations des deux sociétés pour le patient qui a moins de 75 ans
Et vous voyez que l'objectif global, c'est moins de 7%. Donc, c'est déjà un chiffre que vous pouvez retenir pour la plupart des patients, entre guillemets, qui vont bien. Moins de 7%, c'est souvent l'objectif. On peut parfois être plus ambitieux. Les deux recommandations s'accordent pour dire que pour des patients qui ont un diabète récent, qui sont en bonne forme et pour qui on peut avoir un meilleur résultat sans avoir des thérapeutiques compliquées ou qui entraînent des hypoglycémies, on peut être ambitieux, être à moins de 6,5 et commencer des traitements dès lors. Je pense notamment à la metformine. Pourquoi? Parce que des études ont montré que plus on prenait tôt et bien en charge le diabète avec des objectifs ambitieux, plus on avait un effet de prévention cardiovasculaire qui est rémanent. C'est-à-dire même des années plus tard, si on avait bien équilibré le diabète au début, ben on a gagné pour la santé du patient maintenant et aussi pour plus tard, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Donc si on peut être ambitieux au début, ne pas lui donner d'hypoglycémie et arriver moins de 6,5, il faut le faire. Donc objectif global 7%, moins de 6,5 si on peut. Et pour des patients, il y a certains qui ont mis 7,5, 8,5, 8%. Pour des patients plus fragiles, qui ont du diabète depuis longtemps, qui ont des comorbidités, pour qui on a de l'empilement thérapeutique et des traitements qui font qu'on a des hypoglycémies, eh bien, on lève un peu le pied et on peut avoir dans ces cas-là un objectif plus modeste, inférieur à 8%. Donc pour ce monsieur, l'objectif, c'était moins de 7%. Juste pour détailler un tout petit peu plus les autres cas, là on a un monsieur de moins de 75 ans. Pour les patients âgés, ça c'est recommandations Société francophone de diabétologie. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à tout lire. Je vous inviterai à aller consulter ces recommandations si vous le souhaitez. Elles sont bien détaillées. Quand la personne est en bonne santé, on a aussi un objectif de moins de 7%. Et on peut être moins ambitieux si le patient, si la personne est plus fragile. On peut lever le pied, avoir un objectif de 8%, surtout si on a un risque d'hypoglycémie avec nos traitements. Et pour la personne vraiment altérée, qui a une espérance de vie plus faible, on a un objectif là qui est moindre, qui est à moins de 9%. L'idée étant d'éviter les hypoglycémies et les grosses hyperglycémies qui risqueraient de déshydrater. Petit focus sur la grossesse ou le projet de grossesse, parce qu'il y a des patientes diabétiques type 2 qui ont une grossesse tôt, enfin, pardon, qui ont un diabète tôt et donc qui peuvent être enceintes. Quand il y a un projet de grossesse, l'objectif c'est moins de 6,5 et c'est un objectif qu'il faut maintenir pendant la grossesse. Bien. Donc revenons à Monsieur S. Maintenant qu'on sait qu'avant son hospitalisation, il n'était pas forcément équilibré dans les objectifs qu'on souhaiterait, on le rencontre après son hospitalisation. Il a été rajouté de l'insuline à tout son traitement pendant qu'il est hospitalisé, certainement que l'infection a fait que le diabète était encore moins bien équilibré. Et puis il va mieux, l'infection diminue, il recommence à marcher et du coup vous repérez qu'il y a des hypoglycémies à midi et en fin de matinée et en fin d'après-midi. Donc question, il va falloir agir par rapport à ces hypoglycémies. Donc en préambule, dans le cas général, petite question pour vous. Quels seraient les traitements dans toute cette liste-là qui pourraient induire des hypoglycémies? C'est une question à choix multiples. J'attends vos réponses. Comme ça, on pourra en discuter. Je ne vais pas vous donner la réponse de suite, mais on y reviendra plus tard. Alors, voyons. Allez-y, votez. Je vois vos réponses au fur et à mesure. N'hésitez pas. D'accord. Alors, il y en a qui ne peuvent pas voter, je vois directement sur le QCM. Certains d'entre vous doivent avoir accès à une fonction où on vote directement, voilà. Et puis d'autres, si vous ne pouvez pas, mettez vos réponses dans la messagerie, ça marche aussi, pas de souci. On m'a signalé des problèmes pour voir le diaporama, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des difficultés. Apparemment, certains le voient, d'autres ont plus de difficultés. C'est peut-être lié à la connexion de chacun. Voilà, pendant que les personnes votent, je me permets en même temps, Stéphanie, de te dire, Oui. je pense que, les actions que tu fais pour avancer les diapos, je ne suis pas sûre qu'elles fonctionnent en fait. Alors, et donc c'est moi qui les avance pour l'instant. Voilà, donc je me permets de le dire. Tu me diras le prochain si ça marche ou pas? Voilà, pour l'instant c'est moi qui avance. Parce qu'il faut que je prenne le contrôle, je prends le contrôle. Voilà, c'est ça. Super. Ok, pardon. Merci. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, voyons, petit point sur vos votes. Donc, vous êtes nombreux à penser que l'insuline donne des hypoglycémies, le Novonorm, le Diamicron, l'Amarel, le Daonil.
Moins nombreux sont ceux qui pensent, mais certains pensent que la metformine peut en donner, le glucor, les inhibiteurs du SGLT2. Très bien. Bon, ben c'est intéressant. On va voir ça. Je ne vous donne pas la réponse de suite, suspense, on va avancer. Merci pour votre participation. Très bien. Alors, selon vous, pareil, je vous amène à réfléchir. Du coup, une fois que vous avez réfléchi à quel traitement peut entraîner des hypoglycémies, on va passer à une autre question. Chez ce monsieur qui est traité au sortir de son hospitalisation par glimépiride, donc l'amarel, la metformine, de l'alantus et du Trulicity, qu'est-ce que, à votre avis, serait judicieux pour éviter ces hypoglycémies là, vers fin de matinée et fin d'après-midi? Plusieurs réponses sont possibles. Diminuer l'alantus, arrêter le Trulicity, arrêter le glimépiride ou arrêter la metformine. Donc là, normalement, la question va vous arriver. Je vous invite à réfléchir, à vous positionner. Et puis, quand on aura présenté tous les traitements, on verra ce qui est possible, ce qui paraît judicieux. Alors déjà maintenant, pour vous, alors, moi, Anne, je ne vois pas le nouveau QCM apparaître. J'ai encore Alors, l'ancien. il est parti Ah. normalement dans l'onglet Ah, ça y est, conversation. le voilà, pardon. Je le Il faut, vois. alors Ouais. pour moi, effectivement, il faut que je remonte dans la conversation. Alors, attends. Non, c'est pas ça. Voilà, il faut descendre dans la conversation. C'est peut-être pareil pour les autres. Il faut descendre dans la conversation pour la voir et vous pouvez y accéder pour envoyer votre vote. Donc, qu'est-ce que vous feriez? Ou à votre avis, qu'est-ce qui serait judicieux de faire? Diminuer l'insuline et ou arrêter le Trulicity et ou arrêter le glimépiride et ou arrêter la metformine. Je vous invite à vous positionner. Alors, il y a des positionnements aussi dans le chat avec des Je personnes vois. qui nous suggèrent. Alors je vois. C'est un peu moins facile du coup de synthétiser, mais on en prend connaissance aussi. C'est bien, merci. Donc je vois que beaucoup d'entre vous sont pour soit arrêter le glimépiride et ou diminuer l'antus. Plus faible est la proportion de personnes, mais c'est proposé aussi d'arrêter la metformine ou le Trulicity. Très bien. Eh bien, on va voir ce qu'on peut discuter. OK. Dernière petite question avant de rentrer dans le détail de tous les traitements. Si je reprends l'historique de ce monsieur S, déjà avant tout ça, il y a 2 ans, il était traité par Amarel, par metformine, et il était mal équilibré. Il avait une hémoglobine glycée à 9,5 % et c'est à ce moment-là que son médecin avait décidé rajouter le Trulicity. À votre avis, qu'est-ce qui a pu orienter le choix de son médecin sur du Trulicity, qui est un agoniste du récepteur du GLP-1, plutôt que sur, par exemple, un inhibiteur de la DPP4, un nom que vous connaissez peut-être, c'est Januvia. Alors, N'hésitez pas à répondre directement dans le chat pour cette question. ouais. Donc là, voilà, c'est pas un QCM, vous pouvez répondre. Alors, je vois apparaître des choses. À cause du poids, me dit-on. Oui. À cause du poids, à cause de son antécédent cardiaque. On me parle du débit de filtration glomérulaire. Alors, il n'est pas insuffisant rénal, ok, c'est intéressant. Pour l'obésité, des antécédents cardiaques, l'action sur la glycémie postprandiale, me dit-on. Alors ça, faut que je me note, ça sera intéressant d'en discuter, d'accord. Ok. L'obésité, ça a l'air de faire consensus pour vous. Ok, IMC élevé. Donc pour vous, pour la majorité des répondants, c'est du fait de l'hémoglobine glyquée. Et on m'a parlé d'aide à la, du fait de l'obésité, on parle d'aide de régulation de la faim, donc il y a une histoire de contrôle du poids par là aussi. Ok. Et antécédent cardio qui est cité quelques fois aussi. Eh bien, on va répondre à ça. Parfait, merci.
Et dernière petite question, à votre avis, donc dans ce profil-là, donc je répète, profil cardiovasculaire, infarctus, obésité, hypertension, à votre avis, quelle autre classe thérapeutique pourrait être intéressante? Pareil, je vous laisse vous exprimer dans le chat. Qu'est-ce qu'on aurait pu proposer d'autre, à part le Trulicity, à part l'agoniste du GLP-1? Alors, il y a déjà des gens qui ont répondu, les autres réfléchissent. De l'éducation thérapeutique, oui, alors oui, on parle là des traitements, hein. C'est vrai que je fais pas la part sur l'éducation thérapeutique qui est un pilier incontestable du traitement. Là, je parle de traitement médicamenteux. On me parle de glyphosine ou Forxiga. OK. Donc ça, c'est les, Forxiga, glyphosine, c'est la même chose, c'est la même classe thérapeutique. Oh, mais je vois qu'il y a des invités qui connaissent très, très bien parce que je vois que même Salandigny est là. Voilà. OK. De l'insuline rapide, me dit-on. Pourquoi pas de l'insuline? D'accord. Donc les réponses majoritaires, c'est de la classe des glyphosines, quel que soit le nom de la molécule que vous ayez cité. Et on propose aussi de l'insuline. Et là, on me dit insuline rapide. Alors pourquoi rapide, pas rapide? On pourra en discuter. OK. Je me le note. Je vous remercie. Là, Anne, c'est toi qui as passé la diapositive ou c'est moi? C'est toi. Alors, tac, ça marche, donc c'est bien moi, ça marche. OK. Donc on va partir, si vous voulez bien, de ce petit schéma physiopathologique du diabète. Quand on parle de diabète de type 2, on pense souvent insulino-résistance, c'est-à-dire une résistance à l'insuline au niveau du foie, qui fait qu'on augmente la production hépatique de glucose, qui explique notamment l'hyperglycémie à jeun qu'il peut y avoir, et une diminution de l'effet de l'insuline aussi au niveau périphérique, notamment du muscle, où le glucose est moins bien capté. Tout ceci concourt à une augmentation de la glycémie. Mais il y a aussi une part d'insulinopénie, même chez le patient diabétique de type 2. C'est-à-dire qu'à un moment, il a beau, comment dire, il est insulino-résistant, mais il n'arrive plus à fabriquer assez d'insuline pour pallier à cette insulino-résistance et il manque d'insuline globalement. Donc il y a aussi une part d'insulinopénie qui se joue donc au niveau pancréatique. Et puis d'autres mécanismes ont été mis en évidence plus récemment, sur lequel je ne m'attarderai plus. Il y a l'effet incrétine au niveau digestif, on va en reparler. Et puis, il y a le mécanisme d'excrétion rénale du glucose qui a fait l'objet des derniers traitements dont on parlera. Donc, je vais commencer par la metformine, qui est le traitement le plus ancien et le mieux connu du diabète, qui va donc jouer sur l'insulinorésistance, diminuer l'insulinorésistance au niveau hépatique et au niveau musculaire. Alors, en quelques mots, la metformine, vous connaissez bien. Les noms commerciaux, c'est le glucophage et le stagide. Juste pour info, le stagide, même s'il est marqué à 700, est moins dosé que tous les autres dosages de glucophage, parce que ce n'est pas exactement la même molécule. Donc, stagide 700, c'est le plus faible dosage. C'est plus faible que du glucophage 500, 850 ou 1000. Il s'agit donc sur l'insulinorésistance et pas sur ça ne stimule pas la fabrication d'insuline. Donc, c'est par ce fait qu'il ne produit pas d'hypoglycémie. Alors, c'est rarissime, retenez, metformine, pas d'hypoglycémie. S'il n'est pas contre-indiqué, c'est un choix médicamenteux qui reste de première ligne dans la quasi-totalité des recommandations dans le diabète de type 2, y compris chez l'insuffisant coronarien et la maladie cardiaque stable. Par contre, le risque bien connu de cette classe médicamenteuse, c'est l'acidose lactique, qui est rare, mais qui est dangereuse. Et c'est pour ça qu'on conseille d'arrêter la metformine dès qu'il y a un risque d'augmentation de production d'acide lactique, donc tous les cas d'acidose, notamment les sepsis sévères, et toutes les insuffisances rénales sévères, insuffisance hépatique, insuffisance respiratoire aiguë, une décompensation d'insuffisance cardiaque. Donc, dans toute situation aiguë, retenez, on l'arrête. On l'est également recommandé par la Société de radiologie de l'arrêter 48 heures après les examens iodés. Pourquoi? Parce que c'est pendant les 48 heures après les examens iodés qu'il y a le plus de risque éventuellement de décompensation de la fonction rénale. Et donc, si la fonction rénale se décompense, on risque de cumuler la metformine. L'effet secondaire principal que vous connaissez, il est digestif avec parfois une tolérance imparfaite, avec des diarrhées, des maux de ventre,
Pour prévenir ces problèmes de tolérance, on conseille de l'introduire à dose progressive et de le prendre bien au milieu ou à la fin du repas. Vous pouvez dire à vos patients que si c'est tolérable, le fait de le prendre progressivement et dans ces conditions, souvent, après quelques semaines, quand même, ça s'améliore. Donc, ça vaut le coup de ne pas laisser tomber dès le départ. Les sulfamides maintenant, donc deuxième classe bien connue, les sulfamides et les glinides, eux, vont jouer au niveau de la stimulation de la fabrication d'insuline. Les sulfamides, il s'agit en partie de médicaments donc qui stimulent la fabrication d'insuline. Certains ont une durée d'action assez courte et se prennent au moment des repas. C'est le cas du Diamicron 80 et du Downhill. Et certains ont une action à libération modérée ou à libération prolongée. Donc, ils vont se prendre au début du repas en une seule prise et vont agir toute la journée. Souvent, ils donnent un peu moins d'hypoglycémie quand même. Donc, l'usage fait que de plus en plus, on utilise ces médicaments à libération modérée ou prolongée. Donc, c'est le Diamicron LM ou l'Amarel. De l'autre côté, les glinides, donc c'est le Novonorm, lui a une durée d'action plus brève, donc se prend au moment des repas. Le risque de ces classes, c'est l'hypoglycémie, puisque ça stimule la fabrication d'insuline, quel que soit le niveau de glycémie. Ils sont contre-indiqués, en tout cas pour ce qui est des sulfamides, pour l'insuffisance rénale et l'insuffisance hépatique sévère. Il faut faire attention pour les sujets âgés qui sont à risque d'hypoglycémie avec ces classes médicamenteuses. À noter que le Novonorm n'est pas contre-indiqué dans l'insuffisance rénale. C'est un des rares médicaments qu'on peut garder. Maintenant, petit mot rapide sur les inhibiteurs des alpha-glucosidases. Je m'étendrai moins, parce que notamment ces dernières années, ils n'ont pas fait d'études au niveau cardiovasculaire, contrairement à beaucoup d'autres traitements. Il y a une tolérance qui est souvent imparfaite. Donc, du coup, ils sont souvent moins cités que les autres traitements dans les recommandations, mais ils existent, ils peuvent être utiles dans certains cas. Donc, c'est l'acarbose ou Glucor. Je vais m'attarder plus sur les médicaments qui agissent sur l'effet incrétine, les analogues ou les agonistes du GLP-1 et les inhibiteurs de la DPP4. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec les incrétines, qu'est-ce que c'est les incrétines? Ce sont des molécules qui sont sécrétées par le tube digestif au niveau de l'intestin grêle en réponse au bol alimentaire et potentiellement aussi, notamment le GLP-1, en réponse à l'hyperglycémie. Leurs actions sont multiples. Je vais surtout vous parler du GLP-1 qui a conduit au traitement dont je vais vous parler par la suite des inhibiteurs du DPP4 et des agonistes du GLP-1. Donc, le GLP-1 a une action au niveau pancréatique qui va stimuler les cellules bêta qui fabriquent l'insuline, donc il va favoriser l'augmentation de la sécrétion d'insuline. Il va inhiber les cellules alpha qui fabriquent le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante, donc il va concourir à diminuer le glucagon. Il va ralentir la vidange gastrique et il va également agir au niveau des centres cérébraux de la satiété et donc va diminuer la prise alimentaire. Toutes ces actions concourent à un meilleur équilibre glycémique et concourent effectivement à limiter la prise pondérale. Mais le GLP-1 natif qu'on fabrique tous, il a une demi-vie courte de quelques minutes parce qu'il est dégradé par une enzyme qui s'appelle la DPP4. Donc au niveau pharmacologique, il y a eu deux pistes qui ont été poursuivies. La première, c'est celle des inhibiteurs de la fameuse enzyme, la DPP4, donc qui va rallonger la durée de vie de notre GLP-1 natif. Et ça, c'est des traitements PEROS. Et la deuxième piste pharmacologique, ce sont les agonistes du GLP-1 qui ont une longue durée d'action, mais ce sont des traitements injectables. Les inhibiteurs de la DPP4, donc des traitements PEROS, je ne vous ai pas détaillé toutes les indications de remboursement des uns et des autres, il y a des petites subtilités selon les uns et les autres. Ils sont principalement indiqués en bithérapie en association avec la metformine ou un sulfamide si la metformine est mal supportée ou contre-indiquée. Ils ne donnent pas d'hypoglycémie, donc ça c'est un de leurs avantages. À noter récemment une diminution de leur remboursement depuis février 2022 face aux études cardiovasculaires qui ont été faites par d'autres traitements récents. Donc je parle des inhibiteurs du SGLT2, des analogues du GLP-1, on va y revenir. Les analogues du GLP-1, donc c'est des traitements injectables. Alors il y a ceux qui se font tous les jours. Il y a le Bieta qui se fait en 1 ou 2 injections par jour, qui se fait avant le repas et qui va surtout agir sur la glycémie postprandiale de ce repas. C'est peut-être en ce sens-là
que j'avais une réponse. Là, on a choisi un analogue du GLP-1 du fait de son action sur le postprandial. Alors, c'était peut-être en écho au Byetta. C'est vrai que le Byetta agit plus sur le postprandial. Le Victoza qui se fait en injection par jour, on choisit le moment où on le fait. Ça peut être le matin, le midi ou le soir, mais après, on s'y tient. Lui, il ne va pas jouer seulement sur le postprandial, il va jouer aussi un peu sur la glycémie à jeun. De même, les injections qui se font une fois par semaine, parce que les nouveaux agonistes du GLP-1 se font une fois par semaine. Donc, je vous ai mis les noms, Trulicity, Ozempic, Bydureon. Ils jouent sur les postprandiales, mais aussi sur la glycémie à jeun. Alors, ceci n'est pas pour que vous le connaissiez par cœur, c'est juste j'ai voulu vous signifier les conditions actuelles de remboursement. Donc, vous voyez grosso modo que les analogues du GLP-1 sont remboursés en France en association à metformine ou sulfamide, peuvent être remboursés en trithérapie avec sulfamide et metformine ou avec metformine ou insuline pour certains. L'effet principal des analogues du GLP-1, des agonistes du GLP-1, ce sont les effets digestifs à type de nausées et vomissements, puisqu'ils agissent à la fois sur les centres satiété et en plus ralentissent la digestion. Donc, on préconise aux patients de manger doucement, de bien mâcher, et quand ils sentent que ça commence un peu à donner un peu de nausée, à être un peu bien rempli au niveau de l'estomac, de s'arrêter. Si c'est un effet qui est tolérable, je ne parle pas du patient qui vomit tripes et boyaux dès la première injection, mais si c'est tolérable, si c'est juste des nausées, pareil, il faut les encourager à maintenir parce que souvent ça va mieux au bout de quelques semaines. Par contre, l'effet plus, on va dire, qu'ont montré les études sur les analogues du GLP-1, c'est l'effet de protection au niveau cardiovasculaire chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire avérée. Je vous ai mis le nom des études, je ne les ai pas détaillées là, mais liraglutide, dulaglutide et semaglutide ont chacun leurs études qui montrent ces effets protecteurs au niveau cardiovasculaire. Je passe maintenant sur la plus récente des classes thérapeutiques autorisées en France, ce sont les inhibiteurs du SGLT2 qui donc, eux, vont agir au niveau de l'excrétion rénale de glucose. Qu'est-ce qui se passe? Quand le glucose augmente au niveau du sang, quand il dépasse un certain seuil, il est filtré au niveau du glomérule rénal et une partie du glucose va se retrouver dans l'urine primaire. Mais il y a une partie de ce glucose qui, dès le tubule proximal, dès juste après sa filtration, est recapté dans le sang. Et ça se fait par un cotransporteur glucose-sodium qu'on appelle le SGLT2. Et la cible thérapeutique, donc de cibler ce cotransporteur et de l'inhiber, ça va faire que du coup, il va y avoir moins de glucose réabsorbé dans le sang et donc plus de glucose uriné. Ça va augmenter l'excrétion urinaire de glucose. Donc ces inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose, ce sont aussi la classe qu'on appelle les glyphosines. Je vous ai mis les noms là commercialisés en France. Alors, qu'est-ce qui a montré le plus de ces traitements? Les études ont montré que ces traitements avaient un bénéfice à la fois cardiaque et rénal. Ça a montré un bénéfice chez l'insuffisant cardiaque, à tel point que ce sont des médicaments qui sont remboursés dans l'insuffisance cardiaque seule, même sans diabète. Et ça a montré aussi des bénéfices chez les patients plutôt athéromateux, coronariens, et chez les patients qui présentent une néphropathie macroalbuminurique. Donc, chez les patients qui ont une néphropathie diabétique macroalbuminurique, ça peut ralentir sa progression. Donc, c'est deux gros plus en termes de prévention de santé globale, pas seulement en passant par le diabète, de ces traitements. Les précautions. Alors, les effets secondaires sont décrits des infections mycotiques et génitales qui ne nécessitent pas forcément l'arrêt du traitement, mais doivent être traitées, elles ne vont pas forcément récidiver après. Des infections urinaires, parfois on est amené à arrêter le traitement en cas d'infection urinaire haute, mais on peut le reprendre après. Et on parle de risques rares d'acidocétose, même chez des patients diabétiques type 2, qui peuvent survenir à des taux de glycémie moindres. C'est-à-dire qu'on peut avoir des glycémies à 2,50 g, 3 g, pas très très hautes, et faire une acidocétose dans certaines conditions favorisantes. C'est pour ça qu'on conseille d'arrêter ces traitements avant une intervention chirurgicale sur l'anesthésie générale ou en cas d'événement aigu de sepsis sévère, par exemple.
Il y aurait peut-être un risque exceptionnel, je vous le mets en plus petit, c'est en cours de discussion, mais c'est encore en alerte sur des gangrènes de fournier, donc des gangrènes au niveau du périnée. Donc si jamais il y a le moindre doute, là par contre, il faut arrêter le traitement et c'est voir le médecin en urgence, traitement en urgence. Un doute, pareil, c'est discuté, mais sur de possibles amputations distales des membres inférieurs. Donc en cours de discussion, bon, moi pour l'instant, je ne le mets pas chez des gens à très fort risque de plaie du pied, qui ont des antécédents de plaie du pied. Il faut faire attention que le patient s'hydrate bien. Que le fait d'augmenter la glucosurie, on augmente aussi la diurèse. Pareil, les conditions de remboursement, c'est pas pour que vous les connaissiez par cœur, c'est pour qu'elles vous apparaissent. Grosso modo, c'est en bithérapie sulfamide ou metformine, ou trithérapie metformine sulfamide, ou metformine insuline. Je vous dis ça parce qu'on va revenir dans la recommandation. Toutes les empilements de classes thérapeutiques ne sont pas remboursés. Donc ceux-là le sont. Et je rappelle que c'est une classe qui est remboursée dans l'insuffisance cardiaque chronique, même chez les patients pas diabétiques. Alors, le tableau est petit, mais c'est un tableau de résumé que je trouve bien utile, que vous pouvez retrouver dans la recommandation de la Société francophone de diabétologie 2021, qui résume les caractéristiques, avantages, inconvénients de chaque classe thérapeutique. Donc, la metformine, elle est efficace, elle a un effet neutre ou de diminution modeste en moyenne sur le poids, elle ne donne pas d'hypoglycémie. Au niveau des effets secondaires, c'est surtout digestif. Les sulfamides, ils sont efficaces, ils sont comme la metformine, pas très chers. Potentiellement, on peut prendre un petit peu de poids. Le risque, c'est l'hypoglycémie. Les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, en effet plus modeste. Les effets secondaires principaux sont digestifs, la tolérance n'est pas toujours très bonne. Il n'y a pas d'effet bénéfique particulier cardiovasculaire. Les inhibiteurs de la DPP4, ils sont efficaces, ils ne donnent pas d'hypoglycémie, ils sont péros, donc il peut être intéressant. Ils n'ont pas d'effet bénéfique démontré au niveau cardiovasculaire. Les inhibiteurs du SGLT2, ils sont efficaces, ils ne donnent pas d'hypoglycémie, ils peuvent aider à perdre du poids. Donc, pour ça que vous nous avez cité pour Monsieur S aussi, on va en parler. Ils se prennent en comprimé et gros plus, ils ont des effets bénéfiques démontrés au niveau cardiovasculaire, insuffisance cardiaque et au niveau de la protection chez les patients qui ont une macroalbuminurie, une néphropathie macroalbuminurique. Les agonistes du GLP-1, ils sont plus efficaces en moyenne que les traitements PEROS. Il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. Ils sont plus efficaces sur la perte de poids. C'est des traitements injectables. Ils ont fait pour certains preuve de leur effet bénéfique en prévention cardiovasculaire chez les patients ayant présenté un événement cardiovasculaire. Je ne vous parle pas de l'insuline pour l'instant. On y arrive tout à l'heure. Donc, c'est un tableau que vous pouvez retrouver dans la recommandation qui peut être utile d'avoir sous le coude. Alors justement, qu'est-ce que disent ces recommandations? Et vu tous les traitements qu'on a, quel traitement on met en œuvre et pour qui? Alors là où s'accordent les recommandations de l'HAS un peu anciennes de 2013 et les recommandations de la SFD 2021, c'est que la metformine, en l'absence de contre-indication et si elle est bien tolérée, c'est le traitement de première intention. Et après la metformine, c'est là que les deux recommandations divergent. Alors, je vais choisir de vous présenter plutôt les recommandations de 2021 parce qu'elles tiennent compte des études cardiovasculaires et des nouveaux médicaments. Par contre, je vous attirerai juste votre attention. Pour l'instant, elles sont un peu en avance parfois sur les conditions de remboursement. Alors, que dit la SFD après échec de la metformine ou si la metformine ne suffit pas? Elle dit on a à disposition tout le panel de traitements dont on vous a parlé. Et il va falloir choisir en fonction des spécificités de la situation et du patient. Donc, par exemple, si on a un patient obèse, c'était le cas de Monsieur S, ou un patient en antécédents cardiovasculaires, l'analogue du GLP-1 ou l'inhibiteur de la SGLT2 est intéressant. Si on a un patient qui présente une néphropathie protéinurique, un inhibiteur de la SGLT2 est particulièrement intéressant. Sont possibles aussi dans les autres situations un sulfamide, il faut mesurer l'hypoglycémie, un inhibiteur de la DPP4, pas d'hypoglycémie. Ensuite, une fois qu'on a fait la metformine et qu'on a choisi de rajouter un autre traitement, si on n'est pas encore à l'objectif, donc là c'était le cas de Monsieur S il y a 2 ans quand il avait la metformine et le glimépiride dans son cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, plusieurs possibilités. Là, dans le cas de Monsieur S, il a été
ajouter un analogue du GLP-1. Ce que disent les recommandations, c'est qu'on peut même essayer d'arrêter un des traitements, par exemple le sulfamide, là, et d'ajouter l'analogue du GLP-1. Ça dépend un peu où on en est de l'écart à l'objectif, parce que l'analogue du GLP-1 est en moyenne plus puissant s'il était à pleine dose. Donc peut-être ça peut suffire. C'est-à-dire qu'on peut enlever un des antidiabétiques oraux en gardant un metformine, mais garder un analogue du GLP-1. Ou alors, eh bien, on ajoute. Si on avait un traitement, mais on peut rajouter les autres traitements dans les classes qui existent. Avec le petit bémol, j'ai voulu vous faire toucher un peu du doigt quand je vous ai mis les conditions de remboursement, c'est qu'il y a certaines associations qui sont très intéressantes sur le plan physiopathologique, notamment quelqu'un qui serait obèse avec des antécédents rénaux et cardiaques, mais qu'on n'a pas enfin, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais qui ne sont pas remboursés en France. Donc l'association inhibiteur de la SGLT2, analogue du GLP-1, d'indication juste diabète, pour l'instant, n'est pas remboursée. Et attirer aussi votre attention sur, n'est pas remboursée non plus l'association inhibiteur du DPP4, analogue du GLP-1, et analogue du GLP-1, inhibiteur de la SGLT2. Alors, du coup, si on revient à Monsieur S, une fois qu'on a vu toutes ces catégories de traitements et leurs avantages et inconvénients, il y a 2 ans, il était mal équilibré, hémoglobine glycée 9,5%. Il avait de la marelle, de la metformine. Qu'est-ce qui a pu orienter le choix du médecin traitant sur le Trulicity plutôt que sur un inhibiteur de la DPP4? C'est pas la peine de répondre par écrit, mais je vous laisse réfléchir à ce que vous aviez proposé. Mais vous l'aviez bien dit tous dans l'ensemble, c'est les antécédents cardiovasculaires, l'obésité, et puis un écart important aussi de l'hémoglobine glycée à la cible, parce que l'analogue du GLP-1 à pleine dose est en moyenne plus efficace que l'inhibiteur de la DPP4. Et quelle autre classe de traitement du diabète aurait pu être intéressante pour ce profil cardiovasculaire? Vous l'avez dit aussi, c'est les inhibiteurs du SGLT2 du fait de la prévention cardiovasculaire. Bien. Réponse au petit quiz, selon vous, quels traitements peuvent induire des hypoglycémies? Ben, vous aviez bien répondu aussi. Ce sont donc les sulfamides, Daonil, Amarel, Diamicron, le Novonorm, Glinide et l'insuline. Les autres traitements, retenez que, sauf rares exceptions, retenez que c'est des traitements qui normalement ne donnent pas d'hypoglycémie. Du coup, comment on aurait pu adapter le traitement de ce monsieur? Alors rappelons-nous, là je vous l'ai repositionné après son hospitalisation. Il avait de l'Alantus, de la metformine, du glimépiride, du Trulicity. Diminuer l'Alantus, arrêter le Trulicity, arrêter le glimépiride, arrêter la metformine. Vous m'avez répondu la plupart arrêter le glimépiride. Certains m'avaient répondu diminuer l'Alantus. Rares ont été ceux qui m'ont dit, qui ont proposé arrêter Trulicity, arrêter metformine. Donc là, au vu de ce qu'on a vu, arrêter la metformine, non, on le maintient si c'est bien toléré. Arrêter glimépiride, ça me semble la solution la plus intéressante de 2 choses. C'est que 1, je pense que ce monsieur, il faudra qu'on maintienne l'insuline parce qu'il était mal équilibré avec tous les traitements maximaux qu'il avait non insuliniques. Et du coup, on verra ensemble, mais du coup, dans ces cas-là, on arrête souvent le sulfamide. 2, vu les horaires d'hypoglycémie, fin de matinée et fin de soirée, c'est plutôt la glimépiride, je pense, qui va induire ces hypoglycémies plutôt que l'insuline. Bien, alors je sais que ça, c'était le gros morceau, mais je vois que beaucoup d'entre vous étaient déjà bien aguerris parce que les réponses étaient vraiment très bien ciblées. Est-ce que déjà vous avez des questions sur cette partie traitement non insulinique? Alors, tu as peut-être, Anne, déjà un peu trié les questions. Alors, il y a une question qui est remontée dans le chat sur les sulfamides hypoglycémiants sont-ils abandonnés? Donc, c'est par rapport à la situation qui a été évoquée précédemment. Avant que tu répondes, je vous invite chacun et chacune à poser vos questions par écrit dans le chat pour que Stéphanie puisse y répondre au fur et à mesure. Et puis, n'hésitez pas même à interagir entre vos questions et à nourrir cette conversation-là. Je te laisse. Les sulfamides sont-ils abandonnés? Dans le cas de Monsieur S, on va détailler plus. Quand on met de l'insuline, qu'est-ce qu'on arrête comme traitement?
Donc dans ce cas-là, moi oui, j'arrêterai les sulfamines. On va discuter pourquoi. Dans le cas général, les sulfamines en général ne sont pas abandonnées en traitement du diabète de type 2, hein. J'ai plus détaillé les autres parce qu'ils sont plus récents. Il y a vraiment des effets intéressants sur les études au niveau cardiovasculaire et rénal. Et donc ça les met vraiment dans certaines situations en pole position dans ce qu'on peut proposer. Mais les sulfamines ne sont pas du tout abandonnées en général, si c'était ça la question. C'était ça, d'après le tableau non, dans le tableau de la Société, francophone de diabétologie, on retrouve les sulfamines. En fait, ils l'ont noté en plus petit, vous verrez, parce que dans certaines situations, vu le profil, c'est moins intéressant. Alors, autant dans la recommandation HAS, ils apparaissent très bien en deuxième intention après la metformine, parce qu'ils sont efficaces et sur le plan médico-économique, ça fait partie des traitements beaucoup moins chers que les traitements récents. Dans les recommandations ASFD, ils apparaissent, mais ils apparaissent souvent moins en gros parce que les recommandations font apparaître les effets bénéfiques des analogues du GLP-1, des inhibiteurs de la SGLT2 dans certaines situations. Donc c'est plus détaillé dans les recommandations détaillées, mais en fonction du poids, de l'efficacité, du profil cardiovasculaire, on ira plutôt vers ce type de médicament. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas les sulfamines non ne sont pas abandonnées. Alors, est-ce qu'il y a d'autres traitements qui sont remontés? Là, c'est surtout des réponses aux traitements. Alors actuellement, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez D'accord. pas si certaines émergent. Alors, n'hésitez pas, il y a une deuxième séance de questions après le volet plus insuline, mais s'il y a des questions qui vous arrivent qui correspondent plutôt à la première partie, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Très bien, bon, alors continuons. On va parler maintenant des traitements insuliniques. Donc, on revient à ce monsieur S. Donc rappelons, vous le rencontrez, c'est un monsieur qui a de la metformine, du glimépiride, du Trulicity, il a une bonne fonction rénale, il a une hémoglobine glycée qui n'est pas à l'objectif. Alors excusez-moi, voilà. Là, indépendamment du fait que j'ai imaginé qu'il était hospitalisé, c'est un monsieur pour lequel il va falloir renforcer le traitement parce qu'il n'est pas à l'objectif. Alors, je ne reviens pas, vous en avez parlé sur tout ce qui est diététique, éducation thérapeutique. Bien entendu, c'est primordial. Ce n'est pas l'objet du webinaire là, mais c'est primordial. Imaginons qu'il soit au max de ce qu'il peut faire au niveau diététique, au niveau éducation thérapeutique, au niveau activité physique, au niveau gestion des traitements, qu'il est vraiment au max et que ce soit vraiment un problème de traitement adapté. Donc le diabète étant mal équilibré, on choisit d'introduire de l'insuline. Voilà, on a mis tout ce qu'on pouvait faire non insulinique, on n'y arrive pas. Donc on choisit d'introduire de l'insuline. Selon vous, les choix pertinents, du coup, ce serait d'arrêter tous les autres traitements du diabète, de garder la metformine et d'arrêter tous les autres traitements du diabète, ou d'arrêter le glimépiride et garder la metformine et le Trulicity. On y a déjà un peu répondu en faisant un peu les bénéfices-risques des traitements. Mais selon vous, si on veut changer le traitement de fond de ce patient en rajoutant de l'insuline, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tous les autres traitements, on garde la metformine, on arrête le reste, on arrête le glimépiride, on garde metformine et Trulicity. Je vous invite à vous positionner. Alors, les réponses arrivent. La plupart d'entre vous sont pour arrêter le glimépiride et garder metformine et Trulicity. Certains sont pour garder la metformine, arrêter tous les autres traitements. Et bien, les deux se discutent et c'est intéressant. On va voir ça. OK. Merci. Autre question pour lancer les réflexions avant de passer peut-être aux éléments de réponse. Selon vous, quelle est la proposition ou les propositions justes? La Lantus dure plus longtemps que la Toujeo, qui dure plus longtemps que la Levemir. La Toujeo dure plus longtemps que la Lantus, qui dure plus longtemps que la Levemir. Non, excusez-moi, je vous l'ai faite à l'envers, désolée. C'est classé du plus court au plus long, donc je suis désolée, je recommence. La Lantus dure moins longtemps que la Toujeo, qui dure moins longtemps que la Levemir. La Toujeo dure moins longtemps que la Lantus, qui dure moins longtemps que la Levemir. Ou la Levemir dure moins longtemps que la Lantus, qui dure moins longtemps que la Tresiba. Donc c'est dans ce sens-là, excusez-moi, de ma première définition. Selon vous,
Quelles sont là ou les réponses justes? Ça vote, vous votez. La quasi-totalité des réponses actuellement, c'est, la dernière. Les Vémir durent moins longtemps que l'Antus, durent moins longtemps que Tresiba. J'ai quelques réponses sur les autres propositions. On va voir ça. OK, merci. Alors, pour ce qui est de qu'est-ce qu'on fait des autres traitements quand on introduit de l'insuline? On a des traitements insuliniques qui ne sont pas suffisants malgré tout ce qu'on peut mettre en place, tout ce que le patient peut faire aussi au niveau hygiéno-diététique. Le traitement est bien suivi, on n'arrive pas à la cible, on décide d'introduire de l'insuline. Alors les recommandations sont quasi unanimes sur le fait de maintenir la metformine si elle n'est pas contre-indiquée. Parce que la metformine va jouer sur le côté insulino-résistance. Donc souvent maintenant la metformine, si on a un patient, qui a une part d'insulino-résistance, eh bien on permet d'être efficace avec moins d'insuline. Et puis il y a intérêt à maintenir les inhibiteurs du SGLT2 ou les agonistes du GLP-1, s'il y a un intérêt, de les maintenir sur le plan, bénéfique cardiovasculaire ou rénal. Si c'est un patient qui a une macroalbuminurie par exemple, c'est très intéressant de maintenir les SGLT2. Si c'est un patient qui a une maladie coronarienne, très intéressant de maintenir l'analogue du GLP-1. Et puis aussi, s'ils ont permis de maintenir une perte de poids significative. Si grâce à ces traitements, on a permis d'avoir une bonne perte de poids, ça vaut le coup aussi de les maintenir. Les recommandations SFD proposent d'essayer d'arrêter les autres médicaments, soit d'emblée, soit au fur et à mesure qu'on titre. On va voir qu'on propose souvent d'introduire l'insuline en augmentant progressivement. Au fur et à mesure qu'elle devient efficace, eh bien, on va essayer de faire le ménage entre guillemets dans les autres traitements. Parfois, ça ne suffit pas. On est amené aussi à réintroduire. On a par exemple de la metformine, un autre traitement, Peros et on rajoute de l'insuline. Eh bien, on est amené même malgré une bonne titration de l'insuline à rajouter des médicaments, ça arrive. Alors, hop, non, pardon. J'essaie de vous passer l'autre diapositive, mais ça a l'air un peu long à défiler, voyons. Ouais, ça y est. Juste pour vous rappeler les différentes cinétiques des insulines. Alors, les insulines qu'on avait il y a une vingtaine d'années ou même plus, c'était l'insuline ordinaire, l'acte rapide en termes d'insuline rapide, et l'insuline NPH, par exemple l'insulatar, en termes d'insuline semi-lente. Donc, vous voyez, l'insuline rapide, elle durait 5-6 heures. La NPH, elle avait un pic d'action autour de 5-6 heures et puis elle diminuait doucement pour diminuer son action autour de 14-16 heures. Et puis sont apparus les analogues de l'insuline qui ont permis, pour ce qui est des insulines rapides, un profil d'action beaucoup plus aigu et qui est beaucoup plus en concordance avec l'absorption du glucose après un repas. Donc ce sont les analogues rapides, donc Novorapid, Humalog, Apidra. Donc vous voyez leur petite courbe de représentation ici en noir. Et encore plus récemment, il y a des analogues ultra rapides, donc c'est Liumjev et Fiasp, qui ont permis encore de gagner 10 minutes sur le pic d'action environ. De l'autre côté, quand on souhaite une action plus lente, l'ANPH a vu la concurrence arriver d'analogues lents de l'insuline qui sont des analogues qui durent autour de 24 heures, donc là c'est la glargine, la Lantus. Des analogues qui durent moins longtemps, la détémir, alors là sa durée d'action diffère un peu selon les patients, selon la dose de l'insuline, on va dire entre 14 et 16-20 heures. Et puis des analogues ultra lents qui vont durer encore plus longtemps que la Lantus, ce sont donc la Tougeo, une trentaine d'heures, et encore plus lent, la Tresiba, plus de 40 heures. Donc, ici mis autrement, vous l'aurez aussi dans le diaporama, les pics d'action et les durées moyennes d'action des insulines. Et donc quand on sait tout ce qu'on a à disposition, mais qu'est-ce qu'on met en place comme insuline? Alors, les recommandations SFD, ça ne veut pas dire qu'on fait ça pour tout le monde. Les recommandations SFD, c'est de se diriger vers une insuline basale. C'est le plus pratique, c'est une injection par jour, on peut choisir le moment. Alors l'insuline basale, là je parle des insulines basales qui durent 24 heures, type Lantus à Basaglar, quand je dis qu'on peut choisir le moment, ou des ultra lents.
et de commencer par une dose qui peut être de 0,1 à 0,2 unités kilo jour, un peu plus si le patient est mal équilibré éventuellement, et puis de titrer au fur et à mesure, d'aller doucement. Il vaut mieux commencer doucement et augmenter petit à petit jusqu'à avoir la bonne dose. L'idée, c'est d'avoir du coup une glycémie à jeun qui se rapproche des objectifs sans induire d'hypoglycémie. Et c'est quand même souvent un passage qui peut être difficile pour le patient et qui nécessite une préparation, une codécision, parfois le renforcement de l'éducation thérapeutique et de l'autosurveillance glycémique. Donc les recommandations, c'est garder la metformine, garder, l'inhibiteur du SGLT2 ou l'analogue du GLP-1 si on a d'autres raisons pour les garder, notamment au niveau cardiovasculaire ou de la prise de poids et au niveau rénal. Et puis après, éventuellement, on est amené à remettre des traitements, si besoin, si on les a enlevés. Notamment, on peut être amené à rajouter un analogue du GLP-1 ou à rajouter des traitements Peros et ou on peut être amené à renforcer le traitement, insulinique. Si on a mis une insuline lente, on peut être amené à rajouter des bolus. Je voulais revenir avec vous sur les profils des insulines. Du coup, si on met en place de l'insuline qui dure environ 24 heures Lantus ou à base Aglar, du coup, elle va couvrir toute la journée. On peut choisir matin, midi ou soir pour la faire. On garde le même moment et puis elle va avoir une action sur toute la journée. On la titre en général sur la glycémie à jeun. On peut choisir des analogues ultra lents, donc Toujeo, Tresiba. Même principe, alors on le fait quand même tous les jours, mais leur action moyenne sur 24 heures va se lisser au fur et à mesure de l'utilisation. Juste petite remarque pour Toujeo et Tresiba. Ce sont des insulines, si vous décidez de modifier la dose, l'effet moyen de la modification de dose ne va pas se voir dès le lendemain. Parce que comme elle dure longtemps, l'effet moyen va se moyenner, c'est le cas de le dire, sur quelques jours. Et donc l'effet global de votre diminution de dose, il va se voir au bout de 2, 3, 4 jours. Voilà, les moins rapides en effet sur les modifications qu'on peut faire. La Lévémir, alors elle dure moins longtemps, donc elle peut être intéressante par exemple si on veut viser vraiment les glycémies sur la journée. Si on veut être actif que sur la journée, sur un patient, on voit que les insulines ne montent que pendant la journée, on le fait du coup la lumière le matin et ça agit moins sur la nuit ou pas sur la nuit, on ne risque pas d'hypoglycémie nocturne, ou au contraire, chez un patient dont on voit que le problème essentiel, c'est l'augmentation des glycémies dans la nuit avec une hyperglycémie à jeun, mais que la journée ça va bien, et bien on peut choisir de faire une lévémir le soir. Les analogues lents, souvent, quand même maintenant, sont plus utilisés que la NPH, notamment du fait, vous voyez, qu'ils sont beaucoup plus plats. Je vous ai mis en bas la NPH, c'est assez grossier, mais c'est pour avoir une idée. La NPH, elle fait des pics quand même d'action au bout de quelques heures et c'est à distance des repas. Et ça peut être l'occasion d'hypoglycémie. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on les utilise moins. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas, mais on les utilise moins. Et puis, on peut être amené, une fois qu'on a l'insuline basale, à rajouter 1, 2, 3 injections d'insuline rapide. Ça peut arriver. Je fais juste une petite parenthèse. Les recommandations recommandent dans le cas général d'utiliser plutôt de l'insuline lente. Ce n'est pas une vérité absolue dans le sens où selon le profil des patients, il y a parfois certains patients où on se rend compte que le problème principal, c'est l'augmentation des glycémies dans la matinée par exemple. Donc chez ce patient, ce sera plus judicieux de mettre en place une insuline rapide le matin. Donc, tout ça pour vous dire qu'il peut y avoir des spécificités, c'est à discuter avec le médecin, le diabétologue qui connaît le patient. Donc pour revenir aux insulines rapides, elles sont au moment du repas. Retenez, alors les durées d'action varient un peu d'une personne à l'autre et selon l'insuline rapide qu'on choisit, mais grosso modo, la durée d'action de l'insuline rapide, c'est environ 4 heures. Quand on fait de l'insuline rapide, pourquoi on en fait? Ça, c'est important de savoir pourquoi le médecin a prescrit de l'insuline rapide. Est-ce que l'objectif, c'est de faire un bolus, de faire un rattrapage en cas d'hyperglycémie? C'est-à-dire parfois, vous avez des prescriptions si besoin, si glycémie supérieure à, c'est-à-dire que si la glycémie 1 gramme, on ne fait rien, puis si elle a 2 grammes, on fait tant d'unités, si elle a 3 grammes, on fait tant d'unités. Donc ça, c'est le principe du rattrapage. On se dit, mais parfois, il monte parce que telle ou telle raison. Donc, on ne le laisse pas toute la journée ou 3 jours ou 3 semaines avec des hyperglycémies. On agit en rattrapage. Mais il peut y avoir aussi une prescription qui n'est pas seulement dans l'idée d'un rattrapage, mais qui est dans l'idée d'éviter que les glycémies montent après un repas. C'est un patient dont on a repéré qu'après le petit déjeuner, après le repas de midi, après le repas du soir, les glycémies montent pour ses repas habituels et son activité physique habituelle. Et bien, du coup, là, l'insuline est préconisée en prévention de ces hyperglycémies franches après les repas. Et donc, dans ce cas-là, précisément, c'est très important de faire l'insuline au moment du repas.
j'essaie de préciser ma pensée. Si vous avez un protocole qui est uniquement de rattrapage, si la glycémie est à 4 grammes, vous faites 6 unités, par exemple. Bon, bah, très bien, la glycémie à 4 grammes, vous faites 6 unités. Mais si votre protocole, c'est 6 unités au moment du repas, c'est important de le faire au moment du repas. Je sais que c'est parfois compliqué sur le plan de l'organisation des patients et des passages infirmiers. Mais si on fait l'insuline 1 heure avant, s'il est 1 gramme, eh bien, il va se retrouver en hypoglycémie, parce qu'il n'aura pas les glucides qui vont avec ce dosage d'insuline qui a été préconisé. Donc important, quand le bolus d'insuline rapide est fait pour éviter les glycémies franchement élevées après les repas, important de le faire au moment vraiment du repas ou juste avant ou au milieu ou vraiment à extrême limite à la fin du repas, mais pas très éloigné du repas. Et là, c'est là que ça devient un peu difficile quand le repas du patient change parce que, l'effet au niveau glycémique de ce qui va passer dans ces 4 heures, ça va dépendre de la dose d'insuline qui a été faite, ça va dépendre, de l'activité physique qu'aura le patient, ça va dépendre aussi de ce qu'il a mangé en termes de glucides. Donc l'intérêt d'avoir, des glucides en quantité, reproductible. Donc je ne vais pas m'attarder plus sur la diététique, mais c'est un autre pan qui est très important, on pourra peut-être en parler une autre fois. Alors, un tout petit mot rapide sur les insulines en multi-injection, parce que parfois, vous pouvez en voir encore, chez certains de vos patients. Alors, l'intérêt, c'est que ça permet de diminuer le nombre d'injections parce que dans le même stylo, il y a à la fois de l'insuline rapide et de l'insuline NPH. Donc vous les connaissez peut-être, elles ont un nom qui termine par mix. Et le chiffre derrière, c'est le pourcentage d'insuline rapide. Donc, par exemple, Novomix 30, c'est 30% de Novorapide et 70% d'insuline NPH. Humalogmix 50, c'est 50% de rapide et 50% de NPH, par exemple. Petite précision que vous connaissez peut-être, mais pour rappel, quand on a de l'insuline qui contient de la NPH, il faut les mélanger, faire rouler le stylo entre les doigts, entre les mains, parce que sinon l'insuline n'est pas en suspension, on ne fait pas la dose qui était voulue. Bien, donc là, je vous ai parlé beaucoup de traitements, des raisons scientifiques, des raisons de terrain qui font qu'on peut choisir tel ou tel traitement, des recommandations des sociétés savantes. Mais je voulais quand même revenir sur le fait que voilà, les données de la recherche, les données des études nous orientent sur telle ou telle décision, mais que ce n'est pas l'unique raison de ce qui va être décidé en tête-à-tête avec le patient. Ça va aussi dépendre de l'expérience du praticien, des références du patient. Et là, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et je pense vraiment que les outils de la relation aux soins et les outils d'éducation thérapeutique dont vous avez parlé, encore une fois, ce n'est pas le sujet ici, mais c'est au moins aussi important que le fait d'avoir une bonne panoplie de traitements à proposer, de bonnes raisons de leur proposer. Et puis dire aussi que ça c'est un schéma qui est intéressant, que vous voyez peut-être pas très bien, mais que vous retrouverez sur les recommandations Société francophone de Diabéto, je crois que c'est version 2019, mais toujours d'actualité. C'est qu'on choisit un traitement en fonction du patient, ce qu'on caractérise de lui, son style de vie, ses conditions de vie, ses caractères cliniques, l'écart à l'acide biohémoglobine glyquée, son poids, ses antécédents. À partir de ça, il y a tout un travail de relation de soins avec le patient pour aboutir à la codécision de l'information, de l'entretien motivationnel, de l'éducation thérapeutique, favoriser l'implication, favoriser son empowerment, comme on dit. Mais que à chaque fois, ça nécessite donc une décision éclairée et concertée avec le patient, mais que ça se réévalue. On réévalue toujours au moins 3 à 6 mois après un traitement qu'on a mis en place. Est-ce qu'il est bien toléré? On réévalue plutôt s'il n'est pas bien toléré du tout. Est-ce qu'il est bien toléré? Est-ce qu'il a atteint les objectifs qu'on s'est fixés? Est-ce que ce traitement répond aux attentes qu'on s'est données? Et donc l'idée, c'est de lutter contre l'inertie une fois qu'on a fait un choix, mais de savoir le rediscuter, le remettre en question. D'où l'idée de ce petit cycle-là de décision, codécision avec le patient. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je me rends compte que c'était quelque chose d'assez dense en termes d'information, mais je me rends compte aussi que vous aviez déjà qu'on était quand même un public averti, parce que vu les réponses que vous aviez posées, je pense que vous avez déjà un gros background dans le domaine. Donc j'espère qu'on a pu être utile sur ce qu'on a pu vous présenter.
Si vous avez des questions supplémentaires, je suis à vous, n'hésitez pas. Alors Stéphanie, on a une question dans le chat, donc Oui. n'hésitez pas les uns les autres à poser vos questions ou faire des remarques dans le chat. On a aussi la possibilité, si vous préférez vous exprimer oralement, si vous manifestez en utilisant sur les petites réactions, en levant la main, on a la possibilité d'ouvrir le micro pour que vous puissiez poser votre question par oral si vous êtes plus à l'aise avec cette modalité. Donc déjà, il y a quelques questions dans le chat, Stéphanie, notamment, vaut-il mieux prioriser le rattrapage ou bien éviter les hypoglycémies? Les hyperglycémies. Les hyperglycémies, pardon. Ça dépend. Parce que là, en fait, je ne vais pas vous donner un protocole clé en main, même on parle de protocole. Ça vraiment, là, je vois la réponse de Stéphanie Connolt et c'est ça la clé, c'est travailler en coordination serrée entre les infirmiers et les médecins prescripteurs et de savoir c'est quoi le but à chaque fois. J'ai pas une formule magique, un protocole magique qui va pour tous les patients et toutes les situations. Donc je pense que la réponse est dans la réponse de Stéphanie Connolt. Il faut que la prescription soit expliquée et comprise et quels sont les objectifs de ce qu'on met en place. Alors, il y a une autre question, je ne sais pas si tu la Oui, vois, Stéphanie. Avez-vous un protocole d'adaptation des doses c'est ce que je suis d'insuline en lente? d'insuline lente. Mm. Alors l'insuline lente, pareil, il n'y a pas de protocole, standardisé. Ce que préconise la Société francophone de diabétologie, c'est de débuter petit, 0,1-0,2 unités kilo-jour, voire plus rapidement, c'est très déséquilibré. Et de titrer progressivement. Donc ça, il faut voir avec votre médecin prescripteur. Il peut vous proposer d'augmenter d'une unité en unité si c'est des petites doses, de 2 unités en 2 unités si éventuellement, voire de 10% en 10% de la dose si c'est une grosse dose supérieure à 40, donc grosso modo de 84 si c'est une grosse dose, en fonction de la glycémie cible. Donc il va vous donner une glycémie cible, si c'est de l'insuline lente, glycémie cible à jeun. Quand on est très ambitieux, c'est entre 0,80 et 1,30 g. Quand on l'est moins, chez un patient fragile, ça peut être moins. Et il va vous dire, tous les X temps, tous les 2 jours, 3 jours, une semaine, si on n'est pas à l'objectif et qu'il n'y a pas d'hypoglycémie, attention, vous augmentez de unités, 2 unités ou de 4 unités en fonction des doses choisies, le traitement. Donc ça, ce sera prescrit, normalement. Juste une remarque. À domicile, on ne connaît pas le pourquoi de mise en place du traitement. Et oui, là, vous parlez, je pense, peut-être vous pouvez parler de vive voix si vous voulez, hein, mais quand on vous prescrit une insuline rapide, c'est pas toujours très clair à quoi ça sert peut-être. C'est ça l'idée. Madame Martinero, Hainaut, qui pose la question. Non. Je sais pas si vous voulez vous exprimer. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est une proposition. Voilà. Si vous souhaitez vous exprimer, n'hésitez pas à lever la petite main en appuyant Bien. sur l'onglet qui s'appelle Réaction. Ce qui est génial, c'est que je vois qu'il y a des diabétologues confrères dans l'assistante qui proposent déjà des interactions et des échanges. Donc merci beaucoup à Stéphanie Connolt qui préconise, et c'est ça, hein, d'avoir de la communication. Donc, il y a peut-être une façon de travailler aussi avec ces diabétologues et ces médecins généralistes référents, de formaliser la façon dont ils prescrivent des choses. Et puis, c'est vrai de s'appeler, c'est pas toujours facile les emplois des uns et des autres, mais c'est idéal pour préciser c'est quoi le but, c'est quoi le but chez ce patient. Si glycémie à jeun matin à 0,80 chez sujet de plus de 75 ans, occasionnel, baisse-t-on l'insuline lente? Alors, si vous avez un patient de 75 ans sous insuline lente qui a une fois une glycémie à jeun matin à 0,80, donc c'est pas une hypoglycémie, c'est une fois. S'il n'a pas de vraie hypoglycémie, pour moi, il n'y a pas de raison de baisser l'insuline. Alors, sauf si vraiment on a des objectifs beaucoup plus hauts chez lui, c'est un patient qui a un objectif d'hémoglobine glycée à 9%, qui a une durée de vie très très courte, là on mettra un objectif de glycémie à jeun plus haut. Je pense que c'est ça en fait qui est important peut-être dans les prescriptions, c'est que peut-être vos médecins vous disent c'est quoi mon objectif de glycémie à jeun chez ce patient. C'est peut-être des choses qui demandent à être précisées. Alors, il y a une main levée. Je vais ouvrir le micro. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous voulez toujours vous exprimer. Monsieur Reynaud, Ouais. infirmier à Salé.
Alors, Monsieur Reynou, si vous voulez vous exprimer, Oui, je vous invite à bonjour. activer votre micro. Bonjour. Bonjour. Oui, ma question, c'était par rapport à les personnes pour lesquelles on a des objectifs d'hémoglobine glyquée qui sont plus hauts, donc éventuellement du 8,5, 8, 8,5. Oui. Est-ce que du coup, les glycémies à jeun, on va passer dans la corrélation avec le tableau des hémoglobines glyquées? Est-ce qu'on va passer sur du 1,20, 1,40? Est-ce qu'on va considérer une hypoglycémie en dessous d'un 20 ou 1? Alors, ça ne veut pas dire qu'il va falloir les resucrer à 1,20. Vous pouvez avoir un objectif de glycémie à jeun à 1,20 chez des patients fragiles. Alors, 8%, ce n'est pas détaillé, mais par exemple, je ne sais pas si vous vous reportez sur les recos SFD, là, pour les patients vraiment fragiles avec espérance de vie limitée, objectif moins de 9%, ils ont des recommandations de glycémie à jeun pour eux. Tout ça pour vous dire qu'il ne va pas forcément falloir les resucrer à 1,20. S'ils ont zéro symptôme et qu'il n'y a pas d'hypoglycémie, ce n'est pas la peine. Mais c'était quoi la question? Pardon. Excusez-moi, j'ai raté le début de la question. Vous disiez? C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on va prendre la corrélation entre l'hémoglobine glyquée, l'objectif d'hémoglobine glyquée et les tableaux, des fois qu'on trouve de glycémie à jeun rechercher les cibles? Alors, les tableaux que vous trouvez, je pense, c'est, je ne sais pas si c'est ça dont vous parlez, des corrélations entre hémoglobine glyquée et glycémie moyenne. C'est peut-être ça Oui, c'est dont vous ça. Et parlez? des fois, il y a aussi de la glycémie préprandiale Ouais, alors ça, c'est un des peu plus fourchettes qui sont mises. difficile d'avoir une corrélation peut-être entre glycémie à jeun et hémoglobine glyquée quand on ne sait pas comment ça évolue le reste du temps, parce qu'il n'y a pas que la glycémie à jeun qui fait évoluer l'hémoglobine glyquée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, il y a quand même des choses qui sont écrites chez les patients vraiment avec objectif d'hémoglobine glyquée à 9%. Donc eux, effectivement, on aura plutôt des valeurs seuil autour de 1,20, 1,30. Si vous avez moins de 8% comme objectif, comment dire, s'il n'y a pas d'hypoglycémie et s'il a 1 gramme le matin, c'est bien aussi. On ne va pas forcément lever, si vous voyez ce que je veux dire, on ne va pas forcément lever le traitement. Même si on a un objectif moins ambitieux, comment dire, on ne va pas lever le pied parce qu'il a 1 gramme le matin. C'est bien d'être 1 gramme le matin. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'ait pas d'hypo. Je ne sais pas si je suis claire. Si. Ouais. Et s'il a 1,35, on ne va pas forcément augmenter. Non, si son objectif c'est 1,30, on ne va pas forcément augmenter. Voilà. On a l'objectif, c'est 1,30. Mais ça, il faut être clair sur l'objectif de glycémie à jeun. Et après, est-ce que vous ne considérez pas qu'il y aurait, dans les tableaux, il nous manque aussi le contexte social, le fait que la personne soit seule ou pas, avec ses capacités de cognitif assez importantes Si, pour mais bien par rapport sûr. à la mesure des objectifs, voilà. Ouais. Si, On ne l'a pas si. dans les tableaux, ça. Alors, si, c'est quand il parle, je pense, des personnes dites fragiles ou des personnes à la santé dite altérée. Je pense que c'est ça dont il parle. Merci. Je vous en prie, même je regarde là les recommandations. Quand c'est vraiment des personnes dites dépendantes ou à la santé vraiment altérée, ce qui est préconisé, c'est glycémie prépendant entre 1 et 2 grammes. Donc, vous voyez, l'idée, c'est pas de les maintenir à 1,40 g, c'est que bon, ben, on est moins ambitieux. On dit que c'est entre 1 et 2 grammes. On veut surtout éviter les hypos. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Merci. Ah, Stéphanie, merci. Dis-moi. Peut-être que tu as quelque chose à rajouter. Alors, il faudrait, madame, activer votre micro. C'est bon là? C'est bon, Oui. on vous entend. Voilà. Ah, merci d'intervenir, Stéphanie, je t'écoute. Non, c'était juste une réflexion. D'abord, merci pour ton topo qui était très clair et très bien. En fait, moi, je me rends compte, donc j'habite moi en Ariège, dans la campagne, et je me rends compte que les infirmiers chez moi se sentent vraiment isolés, tout seuls, avec des médecins généralistes qui sont pas forcément présents ou accessibles, et c'est vrai qu'ils sont un petit peu tout seuls avec des traitements de plus en plus compliqués, de plus en plus lourds, et voilà, et donc ils ont besoin, enfin, je crois que ce topo que tu as fait, c'était bien pour éclaircir un peu les choses, mais c'est pas suffisant. Et moi, c'est vrai que je leur demande toujours, enfin, quand je fais des prescriptions, j'essaie, voilà, dans la mesure du possible, donc de laisser mes coordonnées, de fixer des objectifs,
en fonction de l'âge, des comorbidités, de fixer des objectifs à jeun ou postprandial. Et surtout, je leur demande de ne pas hésiter de me joindre ou par SMS ou par mail parce qu'il faut essayer de ne pas faire de bêtises avec tous ces traitements. Mais je crois que vraiment la collaboration, le travail en coopération, on en parle de plus en plus, mais c'est super, super important. On a maintenant des infirmiers super compétents, les infirmiers azalés qui sont super formés, avec qui on travaille beaucoup et qui nous apportent beaucoup. Et ça, c'est très, très bien. Et les infirmiers voilà, sur le terrain qui ont besoin de nous. Et voilà, c'est difficile d'être disponible, mais je crois que c'est notre devoir de les soutenir parce qu'on on se sent tous un peu seuls, isolés, submergés par beaucoup de travail, par courir tout le temps après le temps. Et voilà, si on garde quand même du temps pour encore communiquer, voilà, voilà, en vrai, quoi, en téléphone, en se parlant, plus aussi que par mail, c'est vachement bien parce que ces infirmiers qui vont chez les patients, qui connaissent, qui nous apportent nous beaucoup parce qu'ils vont chez les gens, ils vont voir comment vivent les gens. Je trouve que ils nous apportent une dimension que nous on n'a pas. Oui. Et ça, je trouve que leur remarque et leur évaluation est très importante. Et voilà. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve que ce travail en collaboration, c'est ce qui va nous faire progresser tous, et eux et nous, par rapport aux patients, quoi. Voilà, donc nous, on peut les aider pour expliquer les traitements qu'on met, nos objectifs. Eux nous racontent la vie des patients et ce qu'ils voient. Et voilà, je pense qu'en travaillant vraiment ensemble, on peut faire du bon travail. Voilà, donc c'est juste une petite réflexion, mais voilà, pour moi, c'est très important, voilà, de travailler en collaboration et en coopération. Voilà. Je te rejoins totalement merci déjà, et puis je te rejoins totalement sur plusieurs points. C'est vrai que moi, il m'est arrivé plusieurs fois de tomber avec bonheur sur enfin l'infirmier ou l'infirmière qui s'occupait de tel ou tel patient, parce que ça m'a éclairé des choses chez des patients un peu compliqués. Donc, je remercie l'ensemble de la profession, ne serait-ce que pour ces exemples-là qui m'ont vraiment beaucoup éclairé. Je me rends compte que peut-être dans nos prescriptions, c'est pas toujours assez prescrit et détaillé ce qu'on souhaite. Effectivement, l'objectif de glycémie à jeun et dans quel cas on monte, dans quel cas on descend pour chaque patient. Et puis le travail de comment collaborer dans une équipe de terrain entre médecins généralistes, diabétologues, infirmiers, c'est un vrai sujet qui nécessiterait un travail en soi et qui est hyper intéressant. Donc, je sais, il y a plein d'initiatives qui font. Le fait qu'il y ait des infirmières azalées, ça engage ça. Le fait qu'il y ait des infirmières pratiques avancées, ça engage ça aussi. Il y a plein d'initiatives. Je ne sais pas dans quelle mesure Diabète Occitanie peut aider à ça aussi, mais c'est très important. Tout à fait. Stéphanie, il y a une nouvelle question dans le chat, si tu veux y jeter un œil. Pendant que tu en prends connaissance, j'en profite pour vous remercier pour vos témoignages. Et n'hésitez pas, peut-être il a été évoqué des infirmiers, infirmières azalées. Si certains d'entre vous, je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui avec cette spécificité-là, si certains veulent témoigner, nous avons encore un petit peu de temps pour prendre un témoignage. Alors, tu as vu la question ? Alors oui, question de Cédric qui demande pour les patients sans insuline, combien de contrôles d'hémoglobine, combien de contrôles d'hémoglucotest, d'autosuffisance glycémique préconisez-vous par semaine? Alors, tout dépend ce qu'on attend de ces contrôles. Un patient sous metformine seul qui va bien, qui a une hémoglobine glyquée à 6%, a-t-il besoin d'une surveillance glycémique? Pas sûr. Il peut en avoir besoin peut-être à titre éducatif pour se rendre compte notamment après certains repas pourquoi ça monte, quand il fait l'activité physique, est-ce que c'est mieux que quand il ne la fait pas? Donc ça dépend de l'expérimentation qu'on veut faire avec lui. Donc ça se discute, ce n'est pas une obligation en tout cas. Les patients qui ont des sulfamides, des hypoglycémiants ou des traitements en tout cas pourvoyeurs d'hypoglycémie, c'est intéressant d'avoir des contrôles au moins de sécurité en cas de symptômes, donc ils sachent le faire. Et puis pareil, d'expérimenter. Donc ce que je voudrais dire, c'est que tout dépend de la valeur éducative que vous mettez au contrôle et tout dépend de ce que vous voulez en faire vous derrière. Il y a des patients
finalement, je décide avec eux que, par exemple, ils contrôlent, je sais pas, une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, une fois par mois, j'en sais rien, histoire d'avoir un œil entre 2 hémoglobines glyquées, si tout va bien. Et je leur demande, s'ils sont d'accord, de contrôler plus souvent, quelques jours ou une semaine avant de venir me voir. Parce que s'ils viennent me voir avec une hémoglobine glyquée à 8%, moi, ça m'aide de savoir leur profil glycémique, à quel moment ça monte, ça descend. Donc en fait, la question, c'est pas combien de glycémie par semaine chez les patients de antidiabétiques oraux, c'est quand est-ce qu'on a besoin des glycémies capillaires, qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce qu'on en attend une surveillance entre 2 hémoglobines glyquées? À ce moment-là, ça peut être une fois tous les 15 jours, une fois par mois, si on veut. Est-ce qu'on en attend de l'éducation thérapeutique, que le patient se rende compte des effets de son hygiène de vie sur sa glycémie capillaire? Donc ça, c'est à discuter avec eux. Est-ce qu'on en attend un éclairage sur le profil glycémique avant le changement de traitement? Donc là, moi, ça m'aide s'il en a fait 4-5 par jour pendant quelques jours. Donc, tout dépend ce qu'on en fait. Merci pour cette réponse, Stéphanie. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient s'exprimer à travers le chat ou Je directement parle vite, oral? n'hésitez pas à redemander hein, si jamais je me rends compte que je parle assez vite, donc n'hésitez pas. Merci, de rien, avec plaisir. Alors peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, on va doucement aller à la conclusion de ce webinaire. Mais si jamais d'autres questions ou d'autres remarques ou témoignages s'expriment, n'hésitez pas. Nous avons encore cette possibilité. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je me rends compte que le sujet est vaste. Je me suis rendu compte qu'il y aura tout un pan sur adaptation du traitement d'insuline qui nécessite un traitement, un travail collaboratif. C'était pas le sujet là, j'ai fait qu'effleurer les choses, mais je comprends qu'il y ait beaucoup de questions là-dessus. Je pense que c'est tout un travail plus précis à faire. Pourquoi pas vous proposer d'autres choses sur des cas cliniques d'adaptation de traitement et peut-être à ce moment-là que ce soit un webinaire à la fois médecin et infirmier et peut-être d'équipe, ça ce serait encore plus pertinent, je pense. Pourquoi pas, mais en tout cas, je me doutais que c'était quelque chose qu'il faudrait creuser par la suite. Pour les liens utiles, je vous propose de vous rendre sur le site de Diabète Occitanie. Dans l'onglet boîte à outils, il y a toutes les références d'insuline et toutes les références de traitement non insulinique avec des fiches de traitement qui peuvent vous être utiles pour vous, pour vos patients. Je vous recommande aussi d'aller sur le site de la Société francophone de diabétologie si vous voulez avoir des choses plus en détail avec les recommandations 2021 qui sont assez synthétiques. Vous invite aussi à jeter un œil si vous avez le temps et envie sur la recommandation 2019 parce que là, du coup, les choses sont plus détaillées sur les études, sur les choses comme ça si vous voulez aller plus loin. Et voilà, et encore merci beaucoup d'avoir participé. Alors tous ces liens vous seront envoyés dans un mail après le webinaire avec le diaporama en PDF. Si jamais des collègues à vous auraient été intéressés pour participer mais n'ont pas pu se libérer, sachez qu'il y a un replay de ce webinaire qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc là aussi, vous serez informés d'ici une semaine. Alors, je vois qu'il y a des petites remarques dans le chat. Stéphanie, si tu veux regarder et peut-être réagir avant qu'on aille à la conclusion. Le chat. Alors. Il y a une remarque de Madame Lamonge. Certains patients n'arrivant pas à s'imposer une rigueur alimentaire auraient besoin de contrôler l'hémoglobine glyquée quotidien 1 à 2 fois par jour. Je ne vois pas la suite de votre remarque. Alors là, c'est plus, je pense, rebondir sur le fait de peut-être l'hémoglobine glyquée peut donner un éclairage au patient sur les conséquences de son alimentation sur les glycémies. C'est peut-être ça à rebondir là-dessus. Je suis désolée, je ne vois pas la fin. Alors, la fin, c'est que le problème, c'est que la Sécu ne prend que 200 bandelettes par an. Ah oui, ça, je n'ai pas dit, effectivement. Chez les patients non insuliniques, c'est vrai, merci pour la remarque. Ce qui est remboursé, c'est 200 bandelettes par an en moyenne. Donc, reste à savoir ce que vous voulez en faire. Alors, quand il y a un patient déséquilibré, vous pouvez, même s'il n'a pas de l'insuline, lui en prescrire plus si vous dites que c'est pour une surveillance renforcée en vue de passer à l'insuline. Ponctuellement, si vraiment vous pensez qu'il faut de l'insuline et que vous ne savez pas à quel moment, quelle insuline que vous allez choisir, pourquoi, quel profil glycémique,
vous pouvez avoir une surveillance renforcée. Sinon, effectivement, patient non insuliné, c'est 200 bandelettes par an. Donc, l'enjeu est vraiment de savoir ce que vous voulez en faire, quel est l'objectif, soit d'aide à l'adaptation du traitement et ou l'objectif éducatif par rapport à l'hygiène de vie. Ouais. Alors, chez les patients, du coup, dont on pense, je réfléchis en même temps, si l'objectif, c'est qu'ils se rendent compte de ce qui se passe au moment du repas, s'ils ont toujours le même petit déjeuner, par exemple, ils peuvent, ça ne sert à rien qu'ils fassent tous les jours la surveillance après le petit déjeuner. On peut leur proposer, ce qui est proposé parfois, c'est de choisir 2 repas dans la semaine, des fois le matin, des fois midi, des fois le soir, de faire avant et après, et de noter ce qu'ils ont mangé, comme ça ils se rendent compte ce qui fait monter, ce qui ne fait pas monter. Et puis en alternant matin, midi, soir, on a une idée sur plusieurs semaines de quand ça monte, quand ça descend. On peut aussi leur proposer de se concentrer sur une semaine. Pendant cette semaine-là, vous regardez toutes vos préprandiales et toutes vos postprandiales. Et du coup, là, c'est une semaine où on se consacre à voir du coup, quand mon diabète monte, quand mon diabète descend, en fonction de quoi je mange. Donc, ça peut être voilà, soit un repas, l'encadrer éventuellement 2 fois par semaine, soit on ne surveille pas pendant 3 semaines, 1 mois, mais cette semaine-là, on décide de s'y consacrer et on regarde tout. Ça peut être la semaine d'aller voir le diabétologue. C'est vraiment à discuter avec votre patient sur ce qu'ils vont faire. D'autres questions. À partir de quel taux d'hémoglobine glyquée mettons en place un traitement antidiabétique? Chez des patients qui vont bien, 6,5. Et après, il y a des remerciements. Merci beaucoup. Voilà, nous aussi, Stéphanie, on te remercie pour ton intervention très claire. Merci beaucoup. On remercie aussi Manuela qui était présente aujourd'hui, discrète, mais présente et qui nous a aidé à préparer le webinaire et qui nous a aidé aujourd'hui sur les aspects techniques. Merci à chacun et chacune pour vos réactions, vos participations au sondage, vos questions. Et j'en profite pour vous annoncer que le prochain webinaire aura lieu le 7 octobre sur le sujet du pied diabétique. Vous serez informés si vous souhaitez y participer. Et je vous informe aussi que Diabète Occitanie propose des formations en diabétologie, et notamment une formation qui s'intitule « Améliorer les pratiques de prise en charge en équipe pluriprofessionnelle des patients diabétiques de type 2 ». C'est des formations qu'on réalise sur site qui sont destinées à des équipes pluripro. Donc, si vous avez des projets, nous pouvons ajuster des formations, les construire à la carte avec vous. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, Stéphanie, si tu veux le mot de la fin. Eh bien, merci. Et puis, travaillez bien ensemble. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile et peut-être à bientôt. Merci bien. Et merci d'avance de répondre au questionnaire d'évaluation qu'on va vous envoyer et de nous faire toutes les suggestions, à la fois sur les prochains thèmes de webinaire et les suggestions pour améliorer notre fonctionnement. Merci beaucoup.